Ce podcast vous est présenté par Canadian Tire, qui vous invite à prendre rendez-vous en ligne dès maintenant pour votre prochain service automobile. Canadian Tire, notre garage. Par Albi Occasion, le plus beau choix de véhicules de qualité. Et par Oxio, vendez sans tracas. Aujourd'hui, au podcast RPM, on reçoit Jessie Caron, spécialiste CAA Québec. Et on va parler de la distraction au volant et aussi des personnes âgées derrière le volant, à quel point ça peut être plus compliqué que jamais de prendre la route. Donc, on a un podcast intéressant à vous présenter. Je tiens toujours à remercier nos partenaires Canadian Tire, Albi Occasion et Oxio. Merci beaucoup d'être là et merci à vous d'être de plus en plus nombreux à l'écoute du podcast RPM. Donc, Samuel, on continue notre magasinage sur le site de albioccasion.com et aujourd'hui, on répond à la question de Marc-André. Oui. Marc-André veut commencer à faire du Uber. Alors, il se cherche une voiture peu gourmande en essence et relativement fiable. Je sais pas qu'est-ce qu'on dit par relativement, mais j'imagine quelque chose qui a de l'allure en termes de fiabilité. Plus fiable que pas fiable. C'est ça. Mon budget est assez limité. Il dit en bas de 30 000 Ah, ben quand même. On va être capable de trouver quelque chose d'intéressant, je pense. Marc-André, je trouve que ça a de l'allure, ton ben budget. Oui. Donc, j'essaie d'en avoir le plus possible pour mon argent. Oui. C'est ce qu'il veut. Donc, voilà, c'est la question de Marc-André d'aujourd'hui. On veut de la rationalité, on veut quelque chose de pas trop gourmand en essence. Puis, tu sais, si on veut rentabiliser aussi le service de livraison, c'est sûr qu'on veut quelque chose qui, comme tu dis, consommera pas beaucoup. Ben, hybride. Moi, je pense à un hybride. Oui. Allons-y, bonne peut-être idée, voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. J'aime ça. À la limite, même un véhicule électrique peut faire. Quand on fait des trajets, par exemple, en ville, un véhicule électrique, c'est avantageux parce qu'on ralentit souvent et il y a de la régénération qui s'opère, puis ça permet d'avoir une autonomie souvent plus grande que ce qui est annoncé par le constructeur. Fait que ça peut être bien. Là, on est sélectionné hybride. On a quand même 3 pages. Ford Escape PHEV, là, hybride rechargeable. Traction seulement. Oui, c'est ça. Peut-être son désavantage. Hyundai Tucson, on est dans l'hybride ici aussi. C'est un petit peu trop cher au niveau des budgets. Les VUS, oui, c'est vrai. On va se mettre notre budget maximum. On va s'aider. On va s'aider avec ça, bien oui. J'ai l'impression que c'est ça. Les VUS sont toujours un peu plus chers. C'est ça leur problème. C'est ça. Puis quand on sélectionne hybride, souvent, il y a une surprime. Toujours. OK. Fait qu'on va enlever la cote hybride. On va garder le 30 000 On va garder 30 000. Quand même, on a 17 pages. Peut-être essayer de... Bien, on peut enlever les VUS, peut-être. Tu sais, se dire, on va aller juste dans les autos parce que, justement, on veut de quoi de fiable, pas trop dispendieux non plus. Oui. En même temps, je me dis, quand on transporte des gens, ça peut être bien d'avoir un VUS pour l'espace à l'arrière. C'est sûr. On commence avec les autos, là. Allons-y comme ça. Nissan Sentra, c'est une voiture compacte qui est effectivement très disponible là, sur le site Albi Occasion. Kia Forte, Mazda 3 également. Oh, Honda Civic ici. Pas inintéressant du tout, ça, parce que très rationnel comme voiture, très économe, durable. Bien équipé, juste assez pour dire que, tu sais, au moins, Marc-André ne sera pas dans une voiture avec peu d'équipement. Là, tout va être là. Tu regardes, histoire de valeur de revente, regarde ici, on a une Honda Civic 2020 LX, modèle d'entrée de gamme. Le même prix ou à peu près qu'une Nissan Sentra 2023, 3 ans plus récente, mieux équipée en plus. Donc, il y a un choix à faire ici. Là. La plus récente génération de Sentra s'est améliorée quand même en matière de fiabilité. Ça, c'est bon. Hyundai Elantra, je déteste pas ce choix non plus. Bon choix. Très économe de carburant, l'Elantra, même avec le modèle à essence. À vrai dire, ça a été le véhicule, la voiture la plus économique en carburant en 2025 dans les palmarès. C'est celle qui est arrivée en premier. À essence seulement. C'est elle qui est arrivée en premier avec le chiffre de consommation moyenne. Exact. OK, ben oui, ça pourrait être un bon choix. On va regarder quand même les 2 autres pages. Relativement fiable aussi, là, on parlait de relativement fiable, puis l'équipement va être assez généreux. Là. Kia K4 ici. J'aime ça. K4, moi, il y a une affaire que j'aime moins, c'est que les commandes de climatisation sont numériques. Il y a moins de possibilités de réglage que ce qu'on a du côté de chez Hyundai. Moi, j'irais là, honnêtement, Hyundai Elantra, là, ici, 2024. Écoute, ça a 28 000 kilos. Là. C'est flambant. Démarrage sans clé. On a des jantes aussi, c'est pas des enjoliveurs. C'est ça, exactement. Véhicule qui... faut aimer le style, là? C'est ce que je m'en allais dire. Faut aimer le style, mais quand on est assis en dedans, on voit pas l'extérieur. Il y a ça de bon. Puis c'est une voiture très confortable, très spacieuse, économe de carburant. Je pense que c'est un bon choix. Oui, puis tu parlais justement d'avoir de l'espace. Ça reste une voiture compacte. On n'est pas dans le sous-compact ici. Donc l'espace va être correct à l'arrière aussi. Là, le coffre aussi, c'est généreux si on va aller à l'aéroport ou quoi que ce soit. Format plus berline. On est capable de mettre des valises à l'intérieur. Il faut pas oublier une chose, c'est quand on avait un budget de 30 000, cette voiture-là est à 26 quand même 4 000 de moins. C'est quand même intéressant. Là, surtout quand on achète une voiture pour
faire de l'argent avec, absolument, et rentabiliser un peu cette voiture-là. Il faut préciser aussi la garantie. 5 ans, 100 000 km qu'on a chez Hyundai, c'est un véhicule qui a seulement 1 an actuellement, donc il est encore garanti au moins pour 4 ans. Ouais. Puis le kilométrage, c'est sûr qu'il risque de monter rapidement, mais au moins, on sait que même si on achète ce véhicule-là, 26 000, on a une garantie complète sur le véhicule. Bon. C'est rassurant. Ouais. Très bon choix. Donc, Hyundai Elantra 2024 Preferred sur le site de albioccasion.com. Merci, Samuel. Merci. Jessie Caron, bonjour. Salut Samuel. Quel plaisir de te recevoir au podcast RPM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un grand plaisir pour moi aussi. Jessie, juste avant qu'on commence à parler de choses très pertinentes, je vais mettre les choses en contexte un petit peu. Tu es un spécialiste automobile qui nous arrive directement de chez CA. Parle-moi un peu de c'est quoi ton travail. Qu'est-ce que tu fais exactement? Bien, à CA Québec, moi, je fais partie de l'équipe des affaires publiques. Donc, évidemment, essentiellement, notre rôle aux affaires publiques, c'est de passer des messages d'information, des messages de conseils pratiques, des messages aussi de prise de position de CA Québec. On va parler de l'essence, on va parler d'assurance, on va parler de louer ou acheter un véhicule, par exemple. Et donc, une des choses que je fais, c'est donner des entrevues médias sur tous ces sujets-là. Et aussi, je m'occupe du programme d'essais routiers de CA Québec. Donc, comme vous, on fait des essais routiers, on publie des comptes rendus de ça par écrit ou par vidéo sur le site, sur nos plateformes aussi, sur les médias sociaux. Et ça fait 13 ans que je fais ça pour CA Québec, puis j'en ai fait un autre 10 ans pour Protégez-vous avant. Donc, c'est un peu ça, donc vraiment orienté consommateur, consommatrice aussi, bien sûr. Donc, c'est, tu sais, nous, on essaye moins des Lamborghini Revuelto. Je comprends. On va essayer de temps en temps quand même un Porsche Macan électrique parce que, bon, tu sais, on a des membres à CA Québec, on en a 1,3 million. Donc, évidemment, il y en a pour qui une Toyota Corolla, c'est parfait. Puis il y en a qui veulent se gâter aussi avec d'autres choses un petit peu plus onéreux. Fait qu'on joue dans ces plates-bandes-là. L'idée aussi, c'est que CA, c'est une OBNL, c'est un organisme à la base. L'organisme fonctionne grâce à ces membres-là. Donc, vous êtes là un peu pour faire de la recherche aussi. Là. Vous êtes là pour étudier, faire de la recherche, sortir beaucoup de données également. Oui, des données, quand on peut le faire, on fait des petits programmes d'observation sur le terrain, tout ça. Pour aller voir, bon, est-ce que les gens mettent les pneus d'hiver? Bon, ça peut être ça. Il y a des programmes comme ça qu'on organise. Il y a nos campagnes annuelles sur les pires routes, notamment, qu'on publie, qu'on diffuse toujours au printemps. On parle beaucoup de sécurité routière aussi. Mais effectivement, tu l'as dit, c'est pour servir les membres. Donc, oui, on a une division d'assurance qu'on vend. On vend des assurances auto-habitation. Oui, on vend aussi, par l'entremise de nos centres de voyage, des voyages, puis tout ce qui va avec, les produits, tout ça. On a aussi donc des services comme ça, mais tout cet argent, tous les profits qui sont faits avec ça reviennent dans CA Québec pour améliorer le service aux membres. Donc, on n'a pas d'actionnaire, on n'est pas gouvernemental non plus. Ça, c'est une idée que certaines personnes ont et qui persiste. Donc, c'est vraiment un OSBL, comme tu l'as dit, au service des membres. Bien, je trouve ça le fun de te recevoir aujourd'hui justement pour ce volet-là, tu sais, parler du côté études que vous faites, recherche, parce qu'il y a certaines choses qui sont intéressantes, puis avec l'équipe que vous avez, vous êtes capable de vous concentrer des fois sur des sujets très nichés. Puis aujourd'hui, on avait décidé ensemble de parler d'un constat qui a été fait d'abord par AAA aux États-Unis, là, qui est un peu la branche américaine de CA Québec, qui parlait justement des conducteurs âgés et de l'impact qu'on peut avoir lorsqu'on est sur la route. On parlait justement de l'interaction avec les nouvelles technologies, tout ce qui est des écrans d'infodivertissement, les technologies embarquées dans les véhicules. Et je lisais un texte qui était super intéressant, justement, où on disait qu'il va y avoir environ un quart des conducteurs en 2030. Ça va être à peu près 1,5 million de conducteurs qui vont être âgés de 65 ans et plus au Québec quand même. Donc, on se rend compte justement que les niveaux technologiques dans les véhicules explosent, mais que l'âge aussi des conducteurs va également augmenter. Et il y a l'air d'avoir une difficulté à rejoindre les deux bouts là, entre ces deux données-là. Oui, tout à fait. On s'en rend compte aussi. Nous, d'ailleurs, avec la Fondation CA Québec pour la sécurité routière, on a des programmes qu'on offre aux aînés, que ce soit dans les résidences ou même des fois des regroupements qui peuvent se faire pour les aider à comprendre comment ils peuvent s'adapter davantage à ce milieu-là qui évolue, comme tu l'as dit. Mais c'est vrai, là, tu sais, toi comme moi, on essaie des véhicules toutes les semaines différents qui sont de plus en plus volumineux, qui ont des montants de toit de plus en plus larges, donc la visibilité
évidemment, est moins évidente dans un VUS qui va être plus haut, dont les fenêtres sont plus petites que dans une berline. Puis là, ben, je suis dans une série de berlines actuellement, puis je m'en rends vraiment compte là, de ce défi-là qu'amènent les VUS pour la visibilité. Ben oui. Donc, toutes les technologies d'assistance à la conduite qui sont présentes aussi dans les véhicules aujourd'hui, ça impose aussi une adaptation, puis c'est des habitudes que les conducteurs, conductrices n'ont pas. Si ça fait 50 ans qu'ils sont derrière le volant, évidemment, on était loin de ça. Là. Ben oui. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ben, la radio, c'était une option. Pendant un bout de temps, avoir une radio, c'est une option. Il fallait payer pour l'avoir si on la voulait. Là, un rétroviseur à droite. Absolument. Là, on était là. C'est notre époque, là, clairement. C'est ça. Là. Puis là, maintenant, ben, tu sais, je veux dire, on embarque. J'ai conduit une Toyota Corolla récemment, elle, de base. Donc, puis, tu sais, je me disais, il n'y a rien dans ce véhicule-là. Non. Il y avait des vitres électriques, il y avait toutes les assistances à la conduite, il y avait la climatisation. Régulateur de vitesse adaptatif. Adaptatif, tout à fait. Puis, mais on est tellement habitués, peut-être qu'on est un petit peu gâtés, nous, parce qu'on on essaie souvent des modèles même dans une série, ça va souvent être le modèle le plus cher, donc on a toutes les technologies. Mais pour une personne qui a acheté une voiture pour la dernière fois en 2010, en 2025, 15 ans plus tard, ça a énormément changé. Puis donc, il y a cette adaptation-là qui est à faire, ça, c'est sûr. Le constat que CA en fait, ce que je lisais surtout, c'est qu'avec les fonctionnalités qui se multiplient aussi, les véhicules d'aujourd'hui ne seront pas nécessairement accessibles pour une tranche générationnelle. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, selon toi? Ben, en fait, c'est que les modèles sont de plus en plus équipés. On le disait, donc, les modèles sont... les gens veulent plus d'équipement, mais il y en a beaucoup aussi qui est là pour satisfaire à des normes de sécurité, même des choses qu'on ne voit pas. Hein, la structure est plus solide, tout ça, il y a évidemment plus de coussins gonflables. Tous ces capteurs et ces radars qui servent au système d'assistance à la conduite, ça coûte de l'argent. Donc, les véhicules deviennent de plus en plus chers. Donc, si tu me parlais d'accessibilité financière, bien, c'est aussi vrai pour les personnes qui commencent dans le financier est toujours très important, mais c'est surtout... puis moi, c'est vraiment... Je me base beaucoup sur l'article, justement, qui avait été fait chez CA AAA, que je trouvais tellement intéressant parce que ce qu'on se rend compte, c'est que, c'est bien beau dire que la distraction, chez les jeunes, on parle toujours de la distraction volant avec les téléphones intelligents. Souvent, on va enlever nos yeux de la route. C'est ça qu'on va dire. On va dire, la raison pour laquelle les téléphones sont dangereux, c'est qu'on ne regarde plus la route. Et moi, un constat que je fais beaucoup, et quand je parle justement à l'émission FPM ou qu'on parle avec des gens qui écoutent l'émission, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens nous parlent tout le temps de à quel point les écrans d'infodivertissement prennent de la place maintenant dans les véhicules, à quel point ils sont imposants. Et là, si on fait cette espèce d'association-là, puis on se dit, on tape ses doigts des gens qui utilisent leur téléphone intelligent parce qu'ils quittent les yeux de la route, mais quand on quitte les yeux de la route, ça peut être aussi via notre écran d'infodivertissement. Et les données de CA sont probantes. On dit quand même que le temps moyen qu'une personne âgée de 55 ans et plus va passer à regarder son système d'infodivertissement est de 25,4 secondes, contrairement à un conducteur plus jeune de entre 21 et 36 ans, on est à 18 secondes. Donc, il y a quand même une marge énorme ici de différence où est-ce qu'on ne regarde plus la route. Il y a de quoi de dangereux là-dedans. Ouais. Fait que le constat qu'on en fait, dans le fond, c'est de dire c'est trop rendu imposant dans les véhicules, les systèmes d'infodivertissement. Oui, tout à fait. Donc, l'accessibilité dans le sens d'être capable de se servir de son véhicule, effectivement, c'est plus compliqué. Les personnes en vieillissant, puis pas juste rendues à 70, 75, 80 ans, même dans la quarantaine, je me suis rendu compte en lisant que j'avais une capacité, puis tu sais, on s'en rend pas compte parce que c'est graduel, mais je dis, Colin, après, 20-25 ans depuis que je conduis, même peut-être presque 30 ans, mais mon champ de vision a diminué. Ah oui. Je perçois beaucoup moins la lumière qu'une personne de 20 ans le faisait, où ça prend plus de lumière pour me faire voir un obstacle sur la route, particulièrement quand il fait nuit. Et ça, ça continue de décliner ces capacités-là à mesure qu'on vieillit, même si on aimerait bien se convaincre, évidemment, qu'on n'arrivera jamais là. Donc, effectivement, tu me parles de l'écran tactile. Dans plusieurs véhicules, en fait, d'un véhicule à l'autre, c'est pas placé de la même manière. Il y a des écrans qui sont plus loin sur le tableau de bord, il y en a qui sont plus rapprochés, il y en a qui sont plus carrés, il y en a qui sont incurvés ou courbés. Oui, maintenant, on voit ça aussi beaucoup, ça. Les 33 pouces curvés chez GM, par exemple, qu'on voit dans presque l'ensemble de la gamme maintenant. Là, c'est des énormes moniteurs qui prennent beaucoup, beaucoup de place. Là. Tout à fait. Puis
quand on conduit, on regarde loin. Hein. Oui, il faut avoir évidemment les yeux partout, mais on regarde généralement plus loin que quand on se tourne vers l'écran ou on baisse les yeux vers l'écran. Puis là, la distance focale est beaucoup raccourcie. Et quand on vieillit, on est de moins en moins en mesure où ça prend, comme tu disais, ça vient rejoindre ce que tu disais, ça prend plus de temps pour faire justement se concentrer sur cet objet-là ou cette image-là qui est plus proche. Et là, quand on retourne à la route, ça reprend un certain temps pour refaire le foyer sur ce qui nous entoure. Donc, effectivement, ça fait qu'on passe plus de temps. Et ça, c'est sans compter la complication, la structure des menus aussi, qui évidemment change d'un véhicule à l'autre. Puis on perd les commandes de plus en plus physiques, les molettes puis les boutons. Tout est dans l'écran. J'étais à l'essai du Toyota RAV4 récemment. On a amélioré la logique de l'écran, mais avant, on avait une belle rangée de boutons avec des grosses molettes. Maintenant, c'est dans l'écran pour changer les paramètres de la climatisation, les sièges chauffants également. Donc, ça, c'est sûr que ça va compliquer la vie des personnes, d'autant plus que souvent, on ne leur explique pas ça adéquatement. C'est tellement un point important. À la base, quand on achète un produit, il y a une époque où on prenait du temps pour expliquer aux gens comment ça fonctionnait. Maintenant, on le fait beaucoup moins, ça. C'est sûr et certain que quand on arrive dans un hub de technologie, même à ce temps, les véhicules sont tellement rendus équipés de technologie que ça prend même pour moi, là, ça me prend du temps à m'adapter. Puis tu parlais d'ergonomie dans les systèmes d'infodivertissement. Combien de fois on en parle à RPM puis qu'on dit à quel point c'est complexe. Ouais. On a des sous-couches, des sous-menus. Ça prend 3 actions avant d'arriver à faire la tâche qu'on veut faire. Et ça, c'est quand on réussit à la trouver, cette tâche-là, finalement, tu sais. Puis je trouve qu'il y a un parallèle intéressant à faire entre le développement de la technologie qui est censée venir améliorer notre sort versus la complexité finalement que ça amène dans une tâche qui était simple. Tu sais, des boutons physiques, ça fonctionnait. C'était pas compliqué. Tout le monde comprenait comment ça fonctionnait. T'sais. Des boutons, puis un levier de vitesse. Si je te disais que dans un véhicule, puis je vais te faire une petite devinette, j'étais dans un véhicule, je conduisais tout ça, puis à un moment donné, j'ai voulu mettre du lave-glace et... Par habitude, je tire sur le levier du côté droit du côté droit, oui, c'est ça, de la colonne de direction. Et qu'est-ce qui se passe? Le véhicule tombe au point mort. Oui. Parce que... Un véhicule GM, j'imagine? Un véhicule GM, le sélecteur de vitesse est là, puis il est de la même forme, puis il est exactement à la même hauteur. Donc, des fois, on se demande, on se dit, mais comment ça se fait que ça n'a pas été réfléchi davantage? Hyundai, par exemple, en a un sélecteur à la colonne, mais il est plus bas, puis il est plus gros, puis il est de forme complètement différente. Et l'action aussi, c'est de pivoter vers la vitesse qu'on va aller choisir. Donc, c'est pas la même action que de monter ou descendre. Ça change complètement la donne aussi, ça. Donc, des commandes, oui, tout à fait, puis des commandes de base comme ça, vraiment, là, dont on a besoin très souvent, devraient être... sans être toutes pareilles, mais au moins uniformisées dans leur fonctionnement, puis on s'éloigne de ça. En effet, donc ça devient complexe et comme tu dis, c'est la sécurité routière à un moment donné qui en souffre. Là. Donc, puis est-ce qu'on va revenir à un mouvement à un moment donné où, bon, tu sais, des fois c'est des cycles, est-ce qu'on va revenir en arrière? Ce serait étonnant. Pour l'instant, en tout cas, on n'est pas parti pour ça. Qu'est-ce qui est, selon toi, l'une des meilleures technologies qui a été développée actuellement pour essayer d'aider... tu sais, je parle de personnes plus âgées, mais honnêtement, ça touche tout le monde maintenant, ça. Là, même l'ergonomie des systèmes d'infodivertissement et compagnie. C'est quoi une des bonnes technologies qu'on pourrait miser pour essayer d'améliorer ça, selon du moins l'étude que vous avez faite? Bien, en fait, c'est d'avoir une redondance de commandes. Ça, c'est pas une nouvelle technologie. Hein. C'est des fois, là, les meilleures solutions, c'est pas nécessairement des nouveautés. On veut innover, on veut se démarquer, c'est une bonne affaire, mais quand on a des commandes redondantes, quand il y a des véhicules qui ont une molette en plus d'un écran tactile. Donc là, si la personne est justement... une double action. Oui, il y a 2 possibilités pour faire la même chose. Donc, ça, c'est la meilleure... À notre avis, en tout cas, puis à ce qu'on constate, c'est probablement la meilleure chose à faire. L'affichage tête haute, ça, c'est intéressant aussi. Ça se démocratise parce qu'on a à ce moment-là, directement dans le champ de vision, on peut l'ajuster en hauteur, tout ça, l'information sur la vitesse. Nous, en tout cas, on aime ça, on trouve ça pratique. Ça détourne moins le regard de la route également. Les rétroviseurs caméra, ça peut être une innovation intéressante quand il fait clair, quand c'est le jour. Quand il pleut puis c'est le soir, bon, ben là, ça ne fonctionne pas toujours
de façon idéale. Mais j'irais plus loin que ça. En fait, une des technologies qui a le plus pas non seulement de potentiel, mais qui a déjà prouvé qu'il pouvait éviter le plus de collisions, et elle est silencieuse la plupart du temps, c'est le freinage automatique d'urgence. La caméra ou les radars qu'on va utiliser là, pour faire immobiliser le véhicule s'il y a un impact imminent à venir. T'sais. Exactement, mais cette fonction-là, pas nécessairement celle qui nous empêche de dévier de la voie ou qui nous centre au milieu de la voie, mais celle qui freine le véhicule. Le régulateur de vitesse adaptatif aussi, c'est intéressant. C'est pas toujours constant d'un véhicule à l'autre. Il y en a qui laissent tellement de distance qu'à un moment donné, on se fait toujours couper par quelqu'un qui rentre dans le trou devant nous. Fait que là, ça devient lassant, mais ça a un potentiel. Mais en fait, tout ça va fonctionner quand on aura des infrastructures et qu'on aura un système intégré qui permet aux véhicules de se parler, qui permet aux véhicules de parler à la route. Les véhicules connectés. Oui, et qui sont capables de passer outre le fait qu'ici au Québec, on a de la neige, on a de la gadoue, puis on a quelque chose, on a des matières qui masquent les lignes, tout ça sur la route. Donc, si ça, à un moment donné, ça devient fonctionnel et que ça communique correctement, donc tous ces éléments-là entre eux, bien là, évidemment, on aurait peut-être plus de loisirs de se servir de ces écrans tactiles. Mais là, c'est comme si on avait mis la charrue devant les bœufs en nous mettant tous ces écrans-là et toutes ces commandes-là trop complexes à utiliser au quotidien ou quand on est pressé, alors que le véhicule, il n'est pas prêt à prendre le relais pour nous. Il faut toujours rester, évidemment, vigilant. Là. Mais c'est exactement là que je m'en allais avec toi, Jesse, parce que je lisais beaucoup, justement, sur les différentes plateformes de CA par rapport à tout ça. Puis, tu sais, on revient souvent avec, justement, les caméras frontales, les assistances aussi au maintien de voie, mais également les rétroviseurs angle mort. C'est des choses de sécurité. Puis, si ça a été prouvé par d'autres organismes comme les IHS ou ces choses-là, la NHTSA aussi, tu sais, on voit qu'il y a clairement un avantage sécuritaire ici. Mais moi, de l'autre bord, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que ça démocratise aussi de plus en plus les conducteurs à faire trop confiance en leur véhicule. Et ça, j'ai remarqué ça dernièrement avec des accidents qu'on voit de plus en plus aussi, où là, ça implique effectivement souvent des conducteurs qui sont plus âgés, qui vont être à bord de véhicules plus technologiques, mais aussi des véhicules qui sont plus performants qu'auparavant. Puis je pense aux gens qui vont arriver pour se stationner près d'une pharmacie, près d'un commerce, et qui vont faire une manœuvre de manipulation. On parle d'ergonomie, on reprend encore, mettons, le Hyundai Ioniq 5. C'est un véhicule avec un bras de levier qui est à la colonne, qui n'est pas à la place habituelle où on est habitué depuis les 40, 50 dernières années à avoir à peu près toujours le bras à la même endroit. Et là, on change la méthode de faire, mais en plus, on est dans un véhicule que lorsqu'on accélère et qu'on enfonce l'accélérateur, si on se trompe de pédale, à la place de prendre le break, mais qu'on prend le gaz, ça avance, là. C'est un véhicule qui a beaucoup de poussée, là. Ouais. Donc là, on met ces éléments-là ensemble et on se dit, les gens ont confiance en leur véhicule, ont confiance aux habiletés du véhicule, on rend ça complexe des fois dans la manipulation. J'ai comme l'impression qu'on est en train, à la place, de compliquer beaucoup la sécurité routière. On n'est pas nécessairement en train de responsabiliser les conducteurs. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, tout à fait. Actuellement, on est dans une zone où, justement, on est des cobayes comme conducteurs, conductrices. Ces systèmes-là, tu sais, sont de plus en plus présents dans une majorité de véhicules. Oui. Donc, l'assistance à la conduite, les détecteurs d'objets dans les angles morts avec les petits témoins qui allument dans les rétroviseurs. Le système aussi qui nous retient ou qui fait vibrer le volant quand on est trop proche de la ligne ou quand on la traverse, ou le suivi de voie. Bon, tout ça, donc, effectivement, c'est des technologies qui ont un potentiel d'être utiles si le véhicule est capable de prendre le relais au complet. Mais pour l'instant, on n'en est pas là, comme je le disais. Donc oui, on va avoir tendance à se fier à tout ça. Puis moi-même, mon véhicule personnel, c'est un 2011 qui n'a aucun de ces systèmes-là. OK? Il y a des freins ABS, puis il y a des... Bon, sauf que c'est un Ford Flex. OK. Oh, ouais. 2011. Cool. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, un Ford Flex. Ouais, mais tu viendras dans mon coin. Il y en a une coupe dans mon coin quand même. Ça va me faire plaisir. C'est étonnant. J'aimais ça, l'espèce de shape familiale. Là, c'est cool, ça. Ouais, c'est ça. Très pratique, mais tu sais, il n'y a aucun de ces équipements-là. Puis quand je roule avec... sais, même si, évidemment, c'est notre métier, puis en plus, à CA Québec, l'accent sur la sécurité routière, on est encore plus vigilant, ou en tout cas, on devrait toujours l'être plus. On n'est pas à l'abri, évidemment, d'une distraction comme tout le monde. Mais je me dis, à un moment donné, il y a comme dans le subconscient, quand je suis dans un véhicule récent, je sais que le freinage automatique d'urgence, il est là. Si jamais, dans le trafic, je m'adonne justement
à être en train de regarder l'écran, puis ça ferait changer les couleurs de l'habitacle. Oui, l'éclairage d'ambiance, ça c'est important pour la conduite, c'est effrayant. Là, 164 possibilités de modification, c'est le fun. Écoute, puis je tu sais, mais dans mon véhicule, je n'ai pas ça. Alors, on dirait que des fois, ça me revient. Hey, là, c'est vrai, là, je veux dire, je ne peux me permettre aucun écart. Donc, inconsciemment, sachant que c'est ce système-là de freinage automatique d'urgence, ou bon, pourrait venir un petit peu nous sauver d'un mauvais pas momentané, bien, on a tendance à, sans s'en rendre compte, peut-être un petit peu baisser notre garde. Bien, je trouve ça super pertinent ce que tu dis parce que je le sens. Vraiment, je peux témoigner de la même chose. Ce subconscient-là, c'est pas volontaire, mais je pense que tout le monde qui sait, puis en plus, Dieu sait que le marketing des constructeurs automobiles est axé énormément sur les aides à la conduite qu'on va avoir maintenant. On nomme les boucliers 360, le Toyota Safety Sense, le EyeSight chez Subaru. On parle tellement fort de ces systèmes-là qu'on dirait qu'on enlève maintenant la responsabilité des conducteurs. Puis ça, on dirait que je trouve que nous, l'industrie automobile, quand on parle de ça, on dirait qu'on a un double discours. On dit, ouais, ces systèmes-là sont là pour améliorer la sécurité. Les constructeurs mettent beaucoup d'énergie à dire que c'est extrêmement sécuritaire, mais de l'autre côté, on oublie souvent de dire, vous êtes quand même le pilote de votre produit, vous êtes le capitaine du navire, c'est vous qui êtes derrière le volant, et il n'y a aucun véhicule, que ce soit chez Tesla avec le FSD, que ce soit chez GM avec le Super Cruise, chez Ford avec le Blue Cruise, si je ne me trompe pas, il n'y a aucun véhicule qui est capable de nous garantir un trajet sans faute. Pas pour l'instant. Actuellement, c'est impossible parce que justement, les véhicules ne se parlent pas entre eux, ne parlent pas aux infrastructures, ne peuvent pas déceler ou d'avance, là, justement, prévoir un feu de circulation qui va changer. Puis combien de fois, malgré tout, tu sais, on parle de ces systèmes-là. Moi, je suis un grand amateur de véhicules manuels. Le Ford Flex n'en est pas un, malheureusement. Mais j'en ai... Aussi, d'ailleurs, j'ai 3 chars, les 3 sont manuels. Ouais. Maintenant, c'est mis au clair. Ben, exactement, tu sais, puis on est impliqué, on est engagé dans la conduite quand on fait ça. Puis donc, aujourd'hui, on a de moins en moins ça. Puis avec les véhicules récents, ben c'est ça. Ça nous sort un petit peu de la zone, justement, où conduire un véhicule, ça devrait être l'activité principale. Mais là, c'est de moins en moins ça. Et avec justement les écrans tactiles Apple CarPlay qui nous permet de faire des réunions Teams. Ben oui. Qui nous permet... Chez Mercedes-Benz aussi, on intègre maintenant une application directement dans le système MBUX qu'on a. Ouais. C'est capoté. Là. Ben oui, c'est ça, qui nous permet de faire des textos aussi à Apple CarPlay, tout ça. Pendant ce temps-là, on a beau avoir les mains sur le volant, tout ça, mais en dedans, là, à l'intérieur, on n'est pas concentré sur ce qui se passe. Puis même si on regarde, ça se peut qu'on perde, qu'on ne voit plus ce qui s'est passé. Puis que là, tu sais, on se dit, ben là, voyons, qu'est-ce qui s'est passé durant les 20 dernières secondes? Je ne sais pas. Ah oui, j'avais dépassé ce véhicule-là, je suis rendu là, je ne m'en étais même pas rendu compte. Donc, effectivement, c'est une activité qui, d'un côté, on nous donne toutes les possibilités ou en tout cas de perdre un petit peu la vigilance qu'on devrait avoir, mais on essaye de compenser avec des systèmes qui vont nous sauver si jamais vraiment on a été distrait ou mal pris. Mais c'est un peu prématuré. Puis pour en revenir aux personnes d'un âge peut-être un peu plus avancé, bien, juste de comprendre comment tout ça fonctionne et de composer avec cette visibilité et de composer aussi avec les phares extrêmement puissants des véhicules aujourd'hui qui sont une bonne chose quand pour éclairer la route devant nous. Puis bon, peut-être le soir, la nuit, avec les feux de route automatiques, ça peut nous éviter peut-être de frapper des animaux. La grande faune, on va la voir d'avance, mais en même temps, c'est très éblouissant pour les personnes qu'on rencontre. Et encore une fois, quand on vieillit, ben justement, notre perception de ces lumières-là, refaire le foyer, justement, puis revenir d'un éblouissement, c'est beaucoup plus long pour une personne qui est vieillissante. Donc, c'est un environnement qui impose beaucoup de défis. Ah, puis les phares, ça, c'est un autre dossier, là. Un dossier qui a été d'ailleurs très bien traité par l'IHS. Chaque année, maintenant, on teste comme il faut l'ensemble des phares qu'on a dans l'industrie. L'idée, c'est de voir si on est capable d'améliorer la calibration de ces phares-là, parce que c'est bien beau que ça éclaire. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y en avait des phares qui étaient très, très puissants, mais qui n'étaient pas si bien calibrés, donc qui ne donnaient même pas une meilleure visibilité tant que ça aux conducteurs, mais qui faisaient juste éblouir principalement les autres usagers. Fait qu'on ne réussissait pas à avoir une espèce d'équilibre fonctionnel ici.
Là, ce qu'on se rend compte, c'est que les constructeurs semblent avoir trouvé une recette de plus en plus intéressante. Je disais dernièrement, il y a 3 % des véhicules en circulation qui auraient encore des phares problématiques en termes d'éblouissement. Il y en a moins que c'était le cas en 2017. On était à 20 quelques % de mémoire. Donc, quand même, on voit ici qu'il y a de l'amélioration. Mais clairement, la hauteur aussi des véhicules, la popularité des VUS, la grosseur, tu parles tantôt du volume, des produits qui ont pris vraiment beaucoup de taille, ça n'aide pas non plus. Si j'imagine quelqu'un qui a conservé son véhicule pendant 10 ans, ton Flex 2011, quand on est assis dans un Ford Flex, on est assis beaucoup plus bas que la moyenne des VUS maintenant sur la route. Absolument. Donc ça impacte, qu'on le veuille ou non. Intrinsèquement, le produit, il est fait plus bas. Donc c'est sûr que le fait que les autres véhicules sont plus hauts éblouit plus nos yeux aussi. Ils sont plus hauts, ils sont plus larges, ils sont plus longs, ils sont plus lourds le style aussi. Oui, le style est plus bombé aussi souvent. Donc quand on vieillit, encore une fois, ça arrive que peut-être on a un petit peu moins de mobilité. C'est plus difficile de se tourner. Oui. Puis là, je me tourne, fait que je perds le micro pendant ce temps-là, mais de se tourner pour faire notre angle mort. C'est du théâtre. Oui, c'est du théâtre. Ben oui, c'est ça. Donc, c'est plus difficile de faire ça. Aussi, justement, tu disais les véhicules sont plus lourds, je disais sont plus larges, sont plus encombrants. Se stationner dans un terrain de stationnement. Tu parlais des pharmacies, tout ça, des fois des accidents. Mais juste parce que les stationnements sont serrés puis les véhicules les remplissent tellement, c'est difficile. Ça cause plus de tôle froissée, plus d'accrochage aussi. Les piétons, on a beau être bourré de caméras, ça ne couvre pas l'ensemble de la périphérie du véhicule, même quand on a un système 360. Donc, à ce moment-là, c'est dangereux pour la sécurité, pas nécessairement de la personne assise dans le véhicule, mais des personnes autour. Puis aussi, ça va causer des accrochages, puis de la tôle froissée. Puis je ne sais pas si tu sais, avec tous ces capteurs, tu le sais, c'est sûr, mais avec tous ces capteurs-là et cette technologie-là, un simple accrochage, c'est 5 000. Il n'y a rien là, 5 000 aujourd'hui. C'est un accrochage banal. Tu roules encore avec ton auto à 5 000. Tout est beau en dedans, ça va bien. On a juste froissé un petit peu quelque chose à l'extérieur. Là. Exact. C'est assez impressionnant le coût de réparation maintenant des produits. Maintenant qu'on met ça au clair, là, on joue un jeu ensemble parce que j'ai envie qu'on s'amuse. On fait quoi? Parce que, tu sais, on met des constats ensemble aujourd'hui. On se dit, bon, les véhicules sont... Puis j'ai beaucoup aimé comment tu l'as figuré tantôt. On a mis la charrue avant les bœufs. On a mis beaucoup de technologie qui était censée nous rendre les produits plus sécuritaires. On est deux spécialistes dans l'automobile. Les deux, on est d'accord pour se dire, ouais, mais c'est vrai que leur pertinence de sécurité est là. Oui. Tu sais, le freinage automatique d'urgence, c'est vrai que ça peut aider des gens. Oui. Tu sais, je disais des technologies dernièrement, même chez Mercedes, là, avec le pre-save qui va émettre un son pour stimuler le réflexe tapédien lors d'un impact pour être sûr qu'on n'a pas de problème d'audition après un accident. Tu sais. On est rendu poussé là, maintenant dans la technologie dans les véhicules. Mais ce qu'on fait comme constat, toi puis moi, maintenant, c'est de se dire... Mais à quel prix? Parce que là, on est en train de déresponsabiliser beaucoup les automobilistes. Il y a des gens aussi plus âgés qui sont maintenant avec des problèmes de conduite. C'est compliqué maintenant, pour vrai, pour eux, de se trouver une solution de déplacement autonome, simple et efficace. Fait qu'on fait quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on dit à l'industrie pour essayer de changer ça? Bien, il faut revenir à la base un petit peu. Est-ce que c'est un vœu pieux? Peut-être, là, mais tu sais, il faut... Premièrement, il faut que tes véhicules soient accessibles. On a dit financièrement tantôt, là, il y en a de moins en moins. Ouais. Donc, si on veut que cette industrie-là continue, à un moment donné, tu sais, c'est beau là, d'offrir des véhicules dont le prix de la transaction moyenne, c'est plus que 60 000 aujourd'hui. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de se payer ça. Donc, c'est vraiment pas tout le monde? Vraiment pas, pantoute. Donc, si on reste dans cette sphère-là, bien, c'est sûr que à un moment donné, l'industrie va peut-être en souffrir parce que les gens ne seront plus capables d'avoir les produits. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, c'est sûr qu'on peut se tourner vers des solutions alternatives aussi. Tu sais, pour les gens qui ont la chance d'être dans un milieu un petit peu plus urbain, bien, tu sais, peut-être que la solution, c'est d'utiliser la voiture juste quand on en a vraiment besoin. Puis c'est difficile à dire. Toi puis moi, on aime conduire. Ben oui. Puis pour beaucoup de monde, tu sais, ils ont leur permis depuis 50 ans. Tu sais, sont encore capables. Les tests médicaux qu'il faut faire à partir de 75 ans sont bons. Donc, tu sais, tu ne veux pas leur enlever non plus le volant des mains. Non, ça, c'est sûr, quand ils sont encore capables. J'ai envie de te dire aussi, tu sais, les gens, quand on leur dit de moins prendre leur véhicule, à quelque part, tu ne te pratiques plus non plus. Aussi. C'est comme faire du vélo. On ne perd pas nécessairement nos réflexes, mais
si on a de la misère à s'acclimater avec des nouvelles technologies, c'est pas en faisant une balade au mois qu'on va devenir un expert à la fin de l'année. Là. Donc, des solutions possibles, ça peut être aussi d'aller voir, de continuer à conduire, mais d'aller se perfectionner. Ça, il en existe. Il faut avoir l'humilité de le faire, de dire, bon, ben moi, je pourrais peut-être avoir besoin d'un petit coup de pouce. Comme je disais, nous, à la Fondation CAA Québec, on est capable d'offrir des formations théoriques où on explique aux gens justement dans quel environnement ils évoluent maintenant, puis aussi des trucs, puis des façons de faire aussi pour mieux composer avec l'environnement. Mais sur le plan pratique, il existe aussi des formations. Il y a des écoles de conduite. Les nôtres qui sont dans la région de Montréal vont en offrir des cours spécialisés, donc c'est sur demande, là. Mais ça existe, puis c'est sûr qu'il y a d'autres écoles de conduite qui peuvent le faire aussi. Il y a des cours de conduite hivernale aussi. On en a parlé au podcast avec une des instructrices, Marie-Laurence, qui donne des cours justement l'hiver pour apprendre comment réagir quand un véhicule se met à glisser ou à patiner. Donc, il existe plein d'écoles. Oui, tout à fait. Puis ils peuvent donner justement des formations qui vont être adaptées pour aider les gens à continuer de conduire puis compenser ces effets-là du vieillissement. Mais je pense que ça peut s'appliquer à tout le monde aussi. Une autre piste de solution, quand vous magasinez un véhicule neuf, là, essayez-le. Puis essayez-le comme il faut. Puis faites pas juste le tour du carré avec. C'est tellement sommaire, là, mais c'est tellement important. Ouais. Dernièrement, j'ai écrit un article d'ailleurs sur le rpmweb.ca sur à quel point c'est dur maintenant, je trouve, d'acheter un véhicule neuf, comment l'expérience d'achat est plus si agréable que comme elle était avant. Puis dernièrement, j'étais allé magasiner une voiture avec un de mes amis très proches. On embarque dans le véhicule et le trajet était de 300 mètres à peu près. C'était ridicule. Là. On a tourné à gauche, tourné à droite, monté une petite côte, redescendu, puis on est retourné au concessionnaire. Ça, pour moi, ça donne pas du tout le temps à la personne de goûter le produit, de voir les performances, de s'habituer à l'ergonomie à bord, de regarder même la visibilité, le limite de confort également qu'on a avec les sièges. Essayer un véhicule, là, c'est la chose la plus importante et souvent délaissée. Ouais. On a comme perdu ce réflexe-là, on dirait. Oui, puis pourtant, tu sais, il n'y a personne qui va s'acheter une paire de souliers. Bon, oui, on peut en acheter sur le web si on sait exactement le modèle, puis on en a déjà eu, puis on sait qu'ils vont nous faire, mais sinon, tu sais, on n'achète pas ça sans les essayer. Là, on s'en va dépenser pour une grosse somme d'argent pour un véhicule dans lequel, justement, on va avoir beaucoup de choses à gérer en même temps. Fait que, tu sais, oui, effectivement, prendre le temps de l'essayer. Puis si le conseiller, la conseillère en vente est réticent, tu sais, sont réticents, puis bon, allez ailleurs, là, je veux dire, de la concurrence, il y en a, rien qu'en masse. Donc, on peut, à ce moment-là, trouver chaussures à notre pied pour revenir à ça ailleurs. Puis, donc, c'est ça. Donc, faire un bon essai routier, puis prendre le temps aussi de regarder comment les commandes fonctionnent, ça, c'est sûr. Oui. Mais, tu sais, ça passe par ça, parce que les véhicules sont de plus en plus complexes, on l'a dit. Puis aussi, si on a le goût de passer à l'électrique, bien, il faut se le faire expliquer aussi comment ça marche. Tu sais, ça, c'est d'autres défis là, pour les personnes. Il y en a des personnes tu sais, qui vieillissent puis qui se font vendre des véhicules électriques. Premièrement, ils n'en ont pas besoin parce qu'ils vont rouler 5000 km par année, puis il y avait un véhicule en pleine forme qui aurait pu garder encore un bout de temps. Et s'ils ne vont jamais rentabiliser la consommation de carburant de leur véhicule, ça ne va jamais arriver. Là. C'est ça, exactement. Puis s'ils décident quand même de passer à l'action, mais là, il faut quand même qu'ils sachent que s'ils font une fois ou deux par année un plus long trajet, bien, comment ça marche les bornes rapides? Au Québec, il faut être membre d'un réseau de circuit électrique ou d'un autre. Tu sais, ça ne marche pas tout le temps directement ou rarement ici avec la carte de crédit. C'est ce genre de choses-là aussi que les gens devraient savoir. Puis s'acclimater justement aux commandes. Tu parlais de l'accélérateur tantôt. Les véhicules, ça, c'est un bon point que tu as amené. Les véhicules qui sont tellement plus puissants qu'avant. Maintenant, 200 chevaux, là, c'est la norme quasiment. En bas de 200 chevaux, on trouve que c'est pas assez. Ouais. C'est capoté, là. Il y a quelques années, 200 chevaux, là, c'est une Golf GTI, c'est une Civic SI, puis même là, on était dans des véhicules de performance. C'est ça. Maintenant, 200 chevaux, comme ça. Tout le monde a vu ça quasiment avec du couple en revendre aussi, tu sais. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Donc, prendre le temps. Puis, j'ajouterais aussi, allez lire
que les gens qui nous écoutent là, aillent lire et regarder et visionner et écouter. On fait une excellente émission qui s'appelle RPM. Je ne sais pas si vous avez la chance, le dimanche, c'est à 10h. Il y a RPM Plus aussi à 11h. On vous invite à aller écouter les contenus. Ça vaut la peine. C'est un bon point, Jessie. Non, mais c'est vrai. Nous, on le fait. Là. On l'a fait, cette job-là, d'essayer, puis on est capable de les comparer, que ce soit avec RPM, que ce soit avec CA Québec, puis avec les autres aussi. Oui. Tu sais, on est une belle gang au Québec de professionnels aguerris. On est privilégié d'avoir ça au Québec, je trouve, cette niche-là de professionnels francophones qui donnent de l'information pour le monde d'ici. Tout à fait. Puis on les essaye sur les routes d'ici, sauf dans les lancements, mais après ça, on revient, puis on les a ici, puis on les roule ici, les véhicules. Fait qu'on est capable aussi de permettre aux gens de trier un petit peu. Là, justement, on va parler quand la visibilité est moins bonne, tout ça, quand les systèmes de sécurité actifs fonctionnent de façon erratique, alors qu'il y en a d'autres qui sont extrêmement précis. Donc, ça aussi, ça peut donner un pas d'avance. Là. Moi, je dois le dire, je pense que j'ai envie que, puis je vais encourager tous les constructeurs qui écoutent le délicieux podcast RPM à réfléchir à cette solution-là. On peut-tu revenir à une base? Je trouve qu'on avait trouvé un équilibre très intéressant. 2015-16, on commençait à avoir des connectivités avec nos téléphones à bord, des véhicules qui étaient très standards. Puis c'est drôle parce que je possède un de mes véhicules, c'est un véhicule de 2015, OK? Une voiture qui est très de base, que j'utilise pour juste claquer du kilo. C'est une voiture de travail. Je l'appelle mon âne. C'est un âne de travail. Je l'utilise. Mais en 2015, le modèle le plus de base, elle est manuelle. Elle n'a aucun équipement en option, vraiment tout nu. Elle arrive quand même avec l'air climatisé, les sièges chauffants, les phares anti-brouillard. À l'arrière, j'ai un accoudoir central avec des porte-gobelets. Je te nomme des choses comme ça parce que maintenant, tu regardes des véhicules neufs qui arrivent avec un prix de 14 000 $ de plus, qui n'ont pas ça à l'intérieur. Puis je trouvais qu'on avait trouvé un équilibre avant, il y a quelques années, où on avait de la connectivité à bon niveau, sans avoir le superflu qu'on ne voulait pas. Et j'ai l'impression que là, les constructeurs arrivent à un point culminant, un point important, où là, il faut qu'on décide de revenir un petit peu à l'arrière. Ouais. Je pense qu'on a besoin d'avoir des produits accessibles qui vont avoir certains équipements comme des sièges chauffants, parce que nous, au Québec, on aime ça, qui vont avoir d'une connectivité simple pour le téléphone intelligent, parce que Android Auto ou Apple CarPlay, ça reste des applications qui sont pertinentes, qui nous naviguent aussi, qui sont efficaces également, mais d'avoir aussi des véhicules qui sont bien construits et sécuritaires. C'est tout ce que je demande. Je ne demande pas plus que ça, mais on dirait que ce cri à l'aide-là n'est jamais entendu. Quand on magasine, puis tu parlais du Corolla L tantôt, produit que j'ai moi-même essayé également, puis qui va être d'ailleurs à l'émission RPM, on va vous le présenter prochainement. Ce produit-là arrive avec un prix alléchant, une mécanique qu'on connaît très bien. On sait que c'est du Toyota fiable, on le connaît. Là. La valeur va être là de revendre, tout est là, mais quand même, bonne vieille clé pour débarrer les portes. On n'a pas de siège chauffant à l'intérieur, ce qui est une déception pour moi, honnêtement. Mais on va avoir le régulateur de vitesse adaptatif. Et Apple CarPlay sans fil. Et Android Auto sans fil. Ça m'intéresse beaucoup moins. On peut revenir, mettons, coupez-moi ça de 5 000, gardez la bonne fiabilité, la valeur, mettez-moi les sièges chauffants, puis au pire, diminuez l'écran d'infodivertissement. Je veux juste avoir quelque chose de fonctionnel dans lequel je vais me retrouver simplement et que mon budget ne sera pas non plus trop impacté. Ça, je pense qu'il faut que nous, on le dise, les experts en automobile. Parce qu'on est bien bon pour aimer ça, les écrans d'infodivertissement. On est bien bon pour dire que c'est vrai que c'est plus performant, c'est vrai que c'est plus technologique, mais à quelque part, ça rejoint peut-être un peu moins le monde. Oui, tout à fait. Puis les gens n'en demandent pas nécessairement tant que ça de pouvoir tant que ça personnaliser l'écran d'instrumentation. Oui, c'est correct. Là. Hein? Oui. Moi, j'aime ça jouer là-dedans un petit peu. Je m'amuse avec ça, mais je le fais avant de partir. Puis j'avais une Volkswagen Jetta récemment à l'essai aussi, 5,1 litres au 100 d'ailleurs, sur un parcours d'à peu près 2000 km. Le petit 4 cylindres 1,5 litres là-dedans, c'est économique, c'est incroyable. C'est ça. Mais c'est ça, on pouvait personnaliser en bon français, on disait le cluster dans le temps, donc l'instrumentation, la nacelle, tout ça. Puis, moi, je voulais avoir l'autonomie, je voulais avoir la vitesse, en gros. Puis j'ai réussi à le faire. Mais tu sais, ça, c'est le fun quand on peut trouver des... Mais tu sais, on n'a pas besoin d'avoir toujours des graphiques. Tu parlais d'éclairage d'ambiance tantôt, puis d'avoir des cubes qui tournent autour du chiffre de la vitesse, tu sais, de l'indicateur. Ça, là, c'est du gadget, c'est distrayant. Puis il y a de l'argent qui a été mis pour développer ça. Donc, effectivement, quand on met de l'argent là-dessus, on se concentre moins sur l'essentiel.
Donc, puis les gens en ont besoin là, d'avoir quelque chose de facile d'accès. Donc, tu sais, si les constructeurs nous écoutent, oui, allez-y, tu sais, continuez de nous en offrir. Puis quand on va passer à l'électrique aussi à plus grande échelle, ça va arriver. On s'en va vers là. Ça va être plus long que ce qui avait été anticipé, puis ce que certaines personnes aimeraient. Mais ça va arriver. Donc, tu sais, on ne sera pas obligé non plus d'avoir toujours, tu sais, cet ensemble-là. Voilà. Tu sais, c'est supposé d'être plus simple un véhicule électrique, d'avoir moins de pièces mécaniques. C'est le cas. Mais compliquez-le pas non plus trop du côté informatique de la chose. Est-ce que... bon, là, on jase puis on espère. Là, non, mais il faut le dire aussi. Ouais. Puis je pense que c'est notre job. Moi, ce que tu dis là, c'est de la musique à mes oreilles. Là, 100%. Parce que j'ai l'impression aussi que les gens font l'association rapidement. Quand on parle de voitures électriques, c'est des voitures très technologiques. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'ils ont été introduits aussi sur le marché. C'est les véhicules qui avaient les premiers systèmes de conduite autonome. Je parlais de Super Cruise, de Blue Cruise tantôt. C'est ces véhicules-là aussi qui ont amené une bonne dose d'innovation technologique, la technologie de pointe. Mais je pense que c'est pas nécessaire. Puis je pense qu'on serait capable d'avoir peut-être juste une mécanique électrique convenable, quelque chose de pas trop puissant. On n'est pas obligé d'avoir, encore une fois, une quantité phénoménale de chevaux, avec tout ce qu'il faut standard dans le véhicule, des choses simples, pour vivre une expérience de mobilité qui serait, de un, plus agréable, plus silencieuse, plus douce aussi, mais plus simple. Ouais. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à trouver cet équilibre-là. Et tu sais, ça me fait tout de suite penser, parce que, encore une fois, j'en reviens sur l'article que vous avez fait sur la complexité, tu sais, pour les gens plus âgés de comprendre maintenant de l'automobile, le temps aussi qu'on passe à regarder nos écrans. Il y avait une des solutions qui était amenée, qui était de dire les assistances vocaux à bord des véhicules, les systèmes de commande vocale qu'on va avoir à bord. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Mon Dieu. Ceux de justement qui sont liés à nos systèmes d'exploitation de téléphone, là, que ce soit Siri avec Apple ou encore l'assistant Google, bon, on est plus habitués, c'est plus naturel. Les constructeurs dépensent des sommes, encore une fois, importantes pour essayer justement de développer leur propre système qui, finalement, souvent ne donne pas les résultats escomptés. Il faut je trouve pas les Jesse. Il faut des commandes particulières de plus, tu sais, bon, semble-t-il que ça va de plus en plus vers justement vers la conversation naturelle, mais non, généralement, là, c'est, tu sais, encore là, c'est un niveau de connaissance ou encore sur l'aspect cognitif, c'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire, de parler à notre véhicule. Tu sais, on le fait de temps en temps, tout ça, mais tu sais, encore une fois, est-ce que c'est vraiment une solution? Tu sais, la finalité de ça, pour les constructeurs, bon, oui, il y a toute la question du design, puis d'avoir un look contemporain, puis quelque chose d'épuré, mais on s'entend aussi que de plus en plus, ça coûte... Le prix pour le prix de fabrication des écrans qu'on voit dans les véhicules est moindre que celui des boutons physiques puis des rangées. Donc ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on s'en va de plus en plus vers ça. Est-ce que ça va prendre... Il y a un cadre réglementaire, si on veut, aux États-Unis par la NHTSA qui est très volontaire, qui est un engagement volontaire, qui est facultatif. Qui est là pour que les constructeurs essaient, le suivre dans l'implantation de ces systèmes-là, mais ça n'a pas de valeur légale, donc ce n'est pas obligatoire. Pas qu'on est pour une réglementation extrême, mais est-ce qu'on devra aller jusque-là éventuellement? Ça serait mieux pas, parce que, bon, quand il y a une règle qui est là, bien, il y a toujours, de l'interprétation qui est faite, puis des moyens de la contourner, puis on est créatif autour de ça, mais... est-ce qu'on va devoir aller là pour assurer que quand on embarque dans un véhicule, les fonctions de base, tant qu'on sera en tout cas appelé à le conduire puis avoir les deux mains sur le volant puis les yeux sur la route, est-ce qu'on devra aller jusqu'à dire les leviers de vitesse ésotériques, puis les sélecteurs à boutons, puis dans l'écran, dans certains cas, tout ça, on va maintenant empêcher ça? C'est une question à poser. Oui. C'est une question à poser parce que là, ça va dans toutes les directions. Ah, puis j'ai l'impression que, là, c'est la réglementation encore. On parle le gouvernement, dans le fond, qui s'ingère là-dedans. C'est un peu ce que tu dis, là, qu'on arrive là. On aimerait mieux pas parce qu'à un moment donné, ça complique les choses, puis il y a des coûts d'homologation de plus, etc., etc. Puis finalement, c'est toi puis moi puis les autres usagers de la route qui finissent par payer. Et j'ai un peu aussi l'impression,
que c'est pas... Comme toi, on veut pas se rendre là. Je pense que l'idée, c'est pas qu'on se rende là nécessairement. Mais je trouve qu'on sous-estime le pouvoir des gens qui nous écoutent actuellement. Je regardais les chiffres de vente dernièrement là, des véhicules au Canada. Là, et là, on bat encore des excellents records depuis les 2 premiers trimestres de l'année. Ça va bien. Là, on vend de la voiture au Canada. Là, on en vend. Là. Les gens achètent, les gens consomment, les gens dépensent des sous dans leur voiture sans problème, dans le fond. Et ce que je pense que ça envoie comme message, c'est que tout va bien. C'est qu'on aime ce qu'on fait. On aime ce qu'on se fait proposer comme produit. Moi, de l'autre bord, ce que je crois, c'est que les gens qui sont pognés avec une situation de « j'ai plus le choix ». T'sais, si je veux m'acheter un véhicule maintenant, il va venir avec une série d'assistance à la conduite. Il va venir avec une série de technologies que j'aurais peut-être même pas choisi à la base, mais maintenant, c'est rendu la norme. L'industrie nous amène ce standard-là. Qu'est-ce qui est payant pour tout le monde? C'est de prendre la conscience du pouvoir d'achat qu'on a en tant que consommateur. Si on commence à se dire, nous, ces produits-là, là, un produit qui est trop compliqué, qui ergonomiquement, il est mal pensé, que j'aime pas les fonctionnalités qu'on a mis à bord de ce véhicule-là, mais je le choisis pas. Puis je me tourne vers le concurrent qui, lui, m'offre de quoi de plus réaliste selon mes besoins, bien ça va parler. Ouais. Puis ça va faire bouger les choses. On n'est pas obligé de se rendre encore à des réglementations supplémentaires. Je pense que nous, on peut le faire en tant que consommateur. On est capable de bien choisir le modèle qui nous colle à la peau. Tu as parlé tantôt de l'essai routier, c'est tellement important. Tu as parlé de lire aussi de l'information à gauche et à droite au Québec. Il y en a, ça vaut la peine. Mais soyez aussi, je pense, puis c'est un message que même moi, je me parle à moi-même des fois. Pour vrai, tu sais, quand je magasine mes autos, j'aime ça. J'achète tout le temps. J'aime ça acheter des choses. J'achète des choses usagées, je revends, je recommence. J'aime ça. Je tripe, c'est un tripot de char. Fait que j'achète plein de voitures. Mais quand je regarde mes voitures, puis je magasine mes voitures, j'essaie toujours de me dire à quelque part, est-ce que je réussis à atteindre tous les objectifs que je m'étais fixés avec mon prochain achat? Puis c'est dur, là, c'est exigeant de faire ça. Ça prend du temps, là, parce que c'est facile de prendre la recette, de dire « Ah, je me casse pas la tête, j'achète ça finalement. » Mais ça vaut la peine, je pense, de tenir notre bout puis d'aller jusqu'au bout de notre recherche. Tout à fait. Évaluer ses besoins, c'est une phrase passe-partout qu'on entend souvent. Puis nous-mêmes, on la répète en conférence, puis au service conseil en mobilité, quand les membres nous appellent pour avoir justement notre avis, nos recommandations sur un paquet de sujets liés à l'expérience d'automobiliste puis d'usager de la route, bien, on va leur répondre ça. Avez-vous justement pensé à ce que vous allez faire avec? Est-ce que vous allez rouler beaucoup? Est-ce que vous allez sortir l'hiver? Est-ce que vous allez, justement, faire embarquer beaucoup de gens à l'intérieur? Est-ce que c'est juste vous qui allez le conduire? Est-ce que vos jeunes vont l'utiliser aussi? Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser. Puis, j'aime beaucoup ta logique, ta méthode, quand tu dis, est-ce que j'ai ce dont j'ai besoin? Est-ce que ça atteint les objectifs? Puis, on est peut-être un petit peu plus... des formations professionnelles, formées ou drillées, si tu me passes l'anglicisme, à faire ça. Mais c'est un exercice qui est sain parce que si on se trompe, bien, soit on est pris avec le véhicule pendant plusieurs années ou encore on le revend à perte dans certains cas. Si on l'a loué, bien, il n'y a pas grand moyen de s'en sortir à moins vraiment là, de céder le bail dans certains cas ou encore de faire des mensualités de plus, de perdre... Tu sais, on va payer la note quelque part. Donc, finalement, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut faire à tête reposée, pas trop céder au charme des promotions extraordinaires. Soyez exigeants. Ouais. Je pense que c'est ça le mot qu'on peut dire aux gens qui magasinent aujourd'hui un véhicule. Peu importe votre âge, soyez exigeants. Vous avez le droit, maintenant, au prix qu'on vous demande pour un véhicule, d'avoir tout ce que vous voulez. Ouais. Moi, je vous le dis ouvertement, là, allez-y, foncez les concessionnaires et allez dire la phrase que je viens de vous dire. Soyez exigeants. Vous avez le droit d'avoir exactement le produit que vous voulez dans l'ère qu'on vit actuellement. Ouais. Et si vous devez faire trop de compromis pour avoir un produit parce que vous le trouvez joli ou parce que quoi que ce soit, je pense que c'est pas le bon. Puis c'est pas vrai. C'est pas vrai de dire que, comme peut-être en 2022, il y avait toujours quelqu'un qui attendait en arrière pour prendre le véhicule. Si tu ne le prends pas aujourd'hui, j'ai une liste d'attente. Il n'y a plus des listes d'attente comme ça partout. Il y en a encore pour certains modèles. On parlait de la Corolla tantôt. Toyota, ça peut être plus difficile pour l'approvisionnement. Mais tu sais, il y a d'autres choix, là. Moi, je connaissais quelqu'un qui voulait une Toyota Sienna, qui avait fait son choix, qui avait donné un dépôt. Puis quand, après la 3e fois,
qu'on lui a dit au téléphone, mais ça va prendre un mois de plus. Quand il a décidé qu'il en avait assez, il a repris son dépôt, il a traversé chez Honda, puis il est reparti la même journée avec une fourgonnette de chez Honda, une Odyssey. Merci, bonsoir. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, il y en a des possibilités. Puis là, je ne veux pas pointer Toyota parce qu'ils font des bons véhicules. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est un exemple pour dire qu'il y a des possibilités. Puis on a le pouvoir, tu l'as dit, d'aller cogner à des portes. Puis l'information, elle est là. Elle n'a jamais été aussi présente. Puis pas juste celle que nous, on publie, puis notre vision, puis notre critique, puis par notre filtre. Là. Juste à aller sur les sites des constructeurs, justement, pour savoir combien, c'est quoi le prix de détail, c'est quoi les frais, combien ça va coûter par mois si je mets X, Y, Z options. Tous les accessoires sont là, sont énumérés, on peut les ajouter. Donc, si on veut, on arrive là. Puis on n'a plus tant de surprises que ça. Donc, c'est à nous aussi d'aller un petit peu plus loin, là, puis pas juste de rentrer chez le concessionnaire puis d'attendre de voir ce qu'il va nous offrir. Le temps passe vite, vraiment. Et là, tantôt, tu me parlais 2-3 fois, puis ça m'intéresse comme sujet, mais on parle beaucoup de la voiture connectée, pas juste connectée, mais la voiture autonome. Bientôt, quand on n'aura plus besoin, théoriquement, là, de regarder la route et de se laisser bercer par notre véhicule ultra technologique. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à y croire. Là. Je vais mettre mes cartes à la table. Toi, c'est quoi ta vision avec ça? Beaucoup de difficultés à y croire. On les essaye, on le voit, on sait que ces systèmes-là, ça va fonctionner jusqu'à temps qu'il y ait quelque chose tu sais, là, je vais grossir, mais qu'il y ait une mouche qui passe devant le radar ou, tu sais, que justement, l'autre fois, j'étais dans la fameuse Jetta, la pluie. C'est une journée pluvieuse comme aujourd'hui. Puis, à un moment donné, capteur désactivé. Il pleut, là. Je veux dire, les lignes sont là. Et je veux dire, il fait pas froid, c'est pas l'hiver. Bon, puis, fait qu'on voit que ça a des limites aussi, beaucoup. Je me souviens d'être allé au Salon de l'Auto de Tokyo il y a quelques années déjà, puis d'avoir posé une question à un constructeur qui nous faisait une présentation, notamment sur les systèmes d'assistance à la conduite, puis dire, bien, qu'est-ce que vous allez faire ou qu'est-ce que vous faites dans les environnements où, justement, il y a des éléments de la neige puis des conditions météorologiques défavorables. Puis la réponse, c'était la conférence de presse est finie. Tu sais, je veux dire, on n'a pas eu la réponse pour ça. Et un autre événement auquel j'avais participé, c'était une table de concertation, si on veut, ou une espèce de forum ou de plénière de discussion qui tournait autour là, de la sécurité routière. Et il y avait un expert très connu, très respecté au Québec, qui s'appelle Martin Lavallière, qui avait dit qu'à force de recherche, là, c'est pas lui qui disait ça parce qu'il pensait que, là, il y avait des recherches qui avaient été faites qui avaient été menées, très sérieuses, et il ne s'attendait pas à ce que les véhicules autonomes soient vraiment fonctionnels d'ici une 50aine d'années. Fait que mettons que ça fait 5 ans, fait que mettons qu'il reste encore 45 ans. Donc, finalement, moi, je vais en avoir 90. Là. Est-ce que je vais avoir accroché mes clés? Rendu là, on verra. Mais, tu sais, c'est pas demain la veille. On n'est pas dans cet environnement-là encore, mais pas du tout. Regarde, là, je veux dire, je te parlais de la campagne des Péroutes. Tu sais, on peine. On a un déficit de maintien d'actifs au Québec de, je pense, 56 milliards. Ce serait juste pour ramener le réseau routier à un niveau acceptable et disons en bon état partout dans la province. Fait que, tu sais, avant de commencer à intégrer des capteurs partout, puis d'avoir justement des caméras, puis des lasers aux intersections, justement des lidars, etc. Peux-tu réparer une lignée de poules, s'il vous plaît? On n'est pas là, mais on n'est vraiment pas là. Les ornières sur les autoroutes, des journées pluvieuses comme aujourd'hui, puis venteuses, tu sais, je veux dire, l'aquaplanage nous guette tout le temps. Donc, non, je pense pas. Puis je pense pas non plus que la majorité des automobilistes sont prêts à ça. Moi, je pense qu'il n'y a pas du tout la majorité des gens qui ont de l'intérêt à ça, honnêtement. Je pense qu'au contraire, la majorité n'a pas d'intérêt envers ce genre de produit-là. Tous les fois qu'on en parle, moi, je sens tout de suite la réaction vive des gens. Puis je fais partie, je dis des gens comme si j'étais pas... J'en fais partie aussi. J'aime conduire. Je suis un amateur de véhicule, comme toi aussi, j'imagine. Puis c'est là un peu... Puis comme ça, je pense que je vais boucler la boucle de notre magnifique podcast, mais c'est un peu là que je trouve l'espèce de corrélation intéressante à dessiner ici, c'est de se dire, on a parlé de système infodivertissement intrusif. On a parlé d'aide à la conduite aussi qui déresponsabilise les conducteurs. Là, on vient de se parler de véhicules autonomes qui
tu as amené tellement des bons points sur la route qui est tellement pas en bon état, sur le temps de développement aussi, sur les conditions météorologiques qui d'ailleurs ne s'en vont pas en s'améliorant en plus. Donc si on met tout ça ensemble, on est dans un drôle de mélange actuellement. Puis ce qui m'inquiète le plus là-dedans, c'est qu'on n'est pas capable de revenir un moment donné à un équilibre intéressant. Moi, j'espère juste qu'un moment donné, on va se rendre compte, tant nous les consommateurs qui achetons des véhicules, que les manufacturiers aussi, vont se rendre compte que là, on a peut-être atteint un point de là, c'est assez. On a atteint le débordement du vase. Là, il faut revenir un petit peu à l'arrière. Il faut qu'on revienne aussi à responsabiliser les automobilistes. Moi, je suis combien de fois on voit des comportements routiers? On aurait pu faire un podcast au complet ensemble juste sur le comportement routier des gens derrière le volant. T'sais. Et pourtant, aujourd'hui, on essaie de toujours mettre la faute sur des technologies, sur des choses qui... Mais j'ai l'impression aussi qu'il faut qu'on se dise une chose, je l'ai dit tantôt, mais on est le capitaine du navire. Il faut qu'on reste concentré au volant. Je suis le premier à avoir des notifications qui apparaissent dans mon écran tout le temps, avoir, comme tu disais tantôt, l'espèce d'idée derrière la tête que j'ai des systèmes de sécurité, fait que je suis correct. Moi, tantôt, je vous ai texté pour dire que j'arriverais quelques minutes en retard. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Apple CarPlay, puis je vous l'ai dit, puis j'ai parlé au véhicule. Est-ce que vous avez dit ça? Oui. Tu sais, je sais où je m'en allais, tout ça, mais effectivement, on est tous coupables de se servir 100%. De ces technologies-là qu'on met, qu'on nous met dans les yeux, dans les mains, là, les mains sur le volant, mais là, dans ce cas-là, c'est dans les yeux ou dans l'environnement. Donc, effectivement, à CA Québec, on le dit, la vigilance, c'est de mise. Il faut laisser de l'espace. C'est des conseils qui ont l'air pépères. Là. Mais en même temps, c'est la base. Là, buvez de l'eau, c'est bon pour vous. Si on le sait, mais c'est ça aussi, ces commentaires-là sont importants. C'est des commentaires de base, mais on dirait que les gens ont de la misère à l'appliquer. Puis je dis les gens, j'en fais partie. Il faut qu'on continue tous ensemble de se dire... Quand on est derrière le volant, moi, je trouve que c'est un privilège. Moi, je trouve que j'ai un privilège de pouvoir conduire une panoplie de véhicules autant pertinents, pas juste dans mon travail, mais dans ma vie personnelle aussi, d'avoir des véhicules que je possède, que je chuchote, que je lave, que je m'occupe, que j'ai le plaisir de conduire. Mais ça, je pense qu'il faut que je garde le focus aussi à me dire, j'ai une responsabilité quand je suis derrière le volant. Toujours la vigilance. Je veux dire, il n'y a personne qui remplace les yeux, les oreilles et l'attention qu'une personne humaine peut avoir. Puis je le dis, des fois, mes enfants sont là. J'ai fait un voyage de 8000 km avec mon fils cet été, puis j'ai dit, garde là, si j'avais pas... Tu sais, moi, je le savais que lui s'en venait, puis qu'à un moment donné, il allait faire ça parce que tu as l'expérience qui parle, puis tu sais, il y a des signes que le véhicule ne serait pas capable de voir. Tant que lui, le véhicule, à un moment donné, il va réagir si l'autre s'en vient, puis il s'en vient de couper ta route, puis quand l'action commence, puis là, lui, il va réagir, mais toi, tu l'as vu venir, puis tu sais que tu as été capable de changer de voie d'avance, puis tu as été capable de ralentir juste assez pour que ça se fasse graduellement, harmonieusement, avec courtoisie. Un véhicule, de l'intelligence artificielle, en tout cas, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est rendu, mais je ne pense pas qu'il soit rendu à ce niveau de courtoisie et d'anticipation qu'on peut avoir. Donc oui, au volant, il faut continuer de le faire. Puis on va gagner du plaisir et de la sérénité aussi, plutôt que de toujours être en réaction. Jessie Caron, ce fut un plaisir de te recevoir au podcast RPM. J'espère que tu as mis ton tour de podcast avec nous. Bien, certainement. Toujours le fun de recevoir des experts avec nous. Donc, merci d'avoir pris le temps d'avoir été là. Merci à vous aussi d'avoir été à l'écoute. C'est toujours un plaisir de vous savoir de plus en plus nombreux à l'écoute du podcast RPM. Merci infiniment. Et je veux aussi remercier nos précieux commanditaires. Merci à Canadian Tire, Albi Occasion et Oxio. C'est grâce à vous qu'on peut faire ce magnifique podcast-là. Donc, merci encore pour tous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye-bye! Ce podcast vous a été présenté par Canadian Tire, notre garage, par Albi Occasion, avec le meilleur taux, on vous attend, et par Oxio, vendez sans tracas.